Il y a tout juste une semaine, l'Assemblée nationale a adopté avec une large majorité le projet de loi pour une République numérique. Plusieurs objectifs, un accès amélioré à Internet, mais aussi une meilleure protection pour les internautes. Plusieurs mesures concrètes dans ce projet, et notamment contre la cyberviolence, c'est-à-dire les violences commises au moyen d'un service de communication en ligne. Et pour en parler avec nous, Jérémy Mani, bonjour, merci d'être là avec nous. Professionnel du net, spécialiste des réseaux sociaux. Vous êtes président depuis 2010 de Nettino. Nettino, c'est une société spécialisée dans la e-modération. Vous êtes un peu un rempart contre ce que vous appelez les agressions inhérentes au web 2.0, que sont les insultes, mais aussi les spams, les publicités, tout ce qui est aussi pornographie, diffamation, tout ça. Vous luttez donc aussi contre cette cyberviolence en supprimant certains commentaires. Vous avez publié une étude de vos résultats, on va le voir tout de suite. On voit que 27% des commentaires, alors sur les sites d'infos, sont rejetés. Est-ce que c'est beaucoup? Comment on le... C'est en légère hausse par rapport à 2014, mais il faut aussi dire que c'est très souvent corrélé avec l'actualité. Et l'année 2015 a été particulièrement forte en émotions et émotions négatives. Ça a commencé très tôt en janvier avec les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercacher. L'épisode des migrants qui a commencé, on va dire, en septembre et dont on continue de parler, a été aussi très connoté d'un point de vue propos raciste. Il y a les attentats de novembre et puis tous les faits divers qu'on peut avoir au quotidien. Donc oui, c'est en forte hausse. Oui, c'est ça. Ce que vous faites ensuite, les chiffres des motifs de rejet. Donc on voit que 22% sont des insultes, 20% des agressions, 19% du racisme, 2% de l'homophobie. Et justement, vous disiez, ça fluctue avec l'actualité, notamment après les manifs pour tous, pour la loi, pour le mariage pour tous. Oui. On a vu des commentaires homophobes, c'est ça? Effectivement, il y a eu un très fort pic qu'on n'avait jamais constaté de propos homophobes. Mais finalement, je vais choquer, c'est presque normal au sens où on s'est mis à parler de ça. On a ouvert le débat. Donc dans le débat, il y a des gens qui sont fortement contre et qui le disent, alors qu'ils le disent de façon parfois illégale, avec des propos qui mériteraient d'être punis légalement. Mais en tout cas, il y a des propos qui sont tenus. Donc plus on parle de certains sujets, plus il y a des risques de débordement. Je crois aussi pouvoir dire que plus il y a de gens qui ont pu témoigner du fait qu'il fallait faire évoluer les lois et la société, et donc qui ont été dans le sens de la cause homosexuelle, du mariage pour tous en tout cas. Donc les deux sont très fortement corrélés en général. On va parler tout de suite de la cyberviolence. Un chiffre assez quand même édifiant qui a été publié par le ministère de l'Éducation. Un collégien sur 5 a déjà été la cible d'insultes, d'humiliations par SMS ou sur les réseaux sociaux. Dans la nouvelle loi, justement, il y a cette lutte contre les cyberviolences. Sont ajoutées la formation numérique des élèves. Est-ce que c'est ce qu'il faut? Est-ce que c'est suffisant dans les écoles? Faut-il plus de prévention ou augmenter justement la répression? Je crois que les deux vont de pair. On ne peut que se réjouir d'évoquer le sujet parce qu'il y a des parents qui nous regardent et qui doivent prendre conscience que cette cyberviolence, elle ne s'arrête pas dans le périmètre de l'école ou alentour. Elle va poursuivre leurs enfants jusque dans leur propre chambre, dans leur lit, s'ils ont un smartphone dans leur chambre. Donc il n'y a même plus de havre de paix comme on pouvait avoir de ma génération. Si on était harcelé, on va dire quand on rentrait à la maison, il n'y avait plus de soucis. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc les parents doivent être en premier lieu conscients de ça, et ensuite les professeurs, bien évidemment, mais ça ne s'arrêtera pas là. On constate que beaucoup d'enfants ou d'adolescents qui harcèlent sont aussi harcelés parce que c'est une sorte de jeu. En tout cas, ils le prennent comme ça et ils ne se rendent pas toujours compte des conséquences réelles, psychologiques pour les personnes, pour les enfants plus faibles qui en sont victimes. Donc, il faut pouvoir en débattre. Il faut aussi probablement pouvoir punir et surtout, je l'espère, en tout cas, médiatiser ces punitions, ces sanctions, parce qu'aujourd'hui, un très grand nombre de personnes qui harcèlent, on va appeler des adolescents qui harcèlent, ne sont tout simplement pas conscients qu'ils peuvent se retrouver en prison. Et quand on leur explique, les quelques fois il peut y avoir des échanges, des débats physiques entre des personnes coupables de harcèlement et des associations, comme toutes celles qui existent et qui sont très impliquées là-dedans, on se rend compte qu'il y a une évolution de la prise de conscience. On en est qu'au tout début. Oui, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas l'impression finalement que c'est dangereux ce qu'ils font ou que justement ils peuvent être passibles de peine, de poursuites. Et surtout, c'est le côté peut-être le caractère dangereux, c'est ça, ils ne se rendent pas compte, on va dire. En tout cas, que c'est illégal d'une part et qu'on peut être puni par la loi pour ce type de propos-là. Donc ce n'est pas un jeu. Il faut le sortir du cadre de jeu. Ce n'est pas parce que ça se passe à l'école et que ce n'est pas dans les cours qu'on peut... Il faut s'appuyer sur la prévention, alors selon vous? La prévention, la répression, c'est souvent de pair. Parce que la prévention ne suffit pas chez un certain nombre d'individus qui, de toute façon, tant qu'il n'y a pas sanction, continueront.
Et la sanction, elle doit être proportionnelle à la gravité des choses. Mais pour être témoin parfois, nous, de certains harcèlements, on est appelé. Alors on peut hélas pas faire grand-chose pour ces personnes, souvent des jeunes femmes victimes, mais on est appelé et on est donc témoin de ce type de harcèlement. Je peux vous dire que ce sont comme des viols. C'est-à-dire que c'est perçu comme tel, même si physiquement il ne s'est rien passé, psychologiquement c'est ressenti de la même façon. Donc ça devrait être considéré comme aussi grave qu'un viol. Et un adolescent qui en viole un ou une autre est passible de prison. Justement, vous parlez de viol. On remarque que la cyberviolence touche en particulier les filles. Autre chiffre, 21% d'entre elles déclarent avoir connu au moins une cyberviolence contre seulement 15% des garçons. Tout à fait. C'est souvent les jeunes femmes, effectivement, qui sont le plus souvent sujets à moquerie. On leur nie le droit à disposer de leur corps. Oui, commentaire plutôt machiste, en fait. Machiste, et puis considérer qu'une jeune femme ou une adolescente n'aurait pas forcément le droit de flirter, d'avoir des relations sexuelles à tel ou tel âge avec des jeunes hommes. Alors que quand c'est un homme, c'est plutôt bien vu, bravo, il est dans la maturité et autres. Donc on est encore dans ces débats un peu sexistes et machistes. Il faut rapidement en sortir parce qu'il y a des conséquences assez graves psychologiques. Oui, et d'ailleurs, dans ce projet de réforme, la pénalisation du revenge porn, c'est-à-dire la publication de photos intimes à l'insu d'une personne, l'infraction sera passible de 2 ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende. C'est suffisant selon vous ? C'est bien d'en parler. Il y avait quelques trous dans la raquette en termes d'arsenal juridique. Il y avait des choses qui existaient déjà, mais ce n'était pas complet. Donc tant mieux, on a passé ce stade-là. À mon sens, maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des actions, c'est qu'il y ait des condamnations et qu'on en parle. Parce que, je ne sais pas si vous en avez en tête, moi, j'en ai pas beaucoup. Il y a très, très, très peu de victimes qui voient les coupables, ceux qui les ont harcelés, ceux qui les ont violés cyberment parlant, se voir finalement accusés et aller jusqu'au bout d'un processus juridique. Or, le jour où on pourra dire dans les médias que tel individu est condamné à 2 ans de prison, même avec sursis, et peut-être de l'argent à payer et des travaux d'intérêt généraux, il est très probable que ça calmera les ardeurs d'un grand nombre de personnes. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Donc ça reste très virtuel. Il faut que ça reste beaucoup plus concret. Donc l'arsenal juridique, il est là. Appliquons-le d'urgence. Ce qu'on voit sur les commentaires, les réseaux sociaux, ça reflète un petit peu aussi l'espèce de crise de confiance généralisée, le pessimisme ambiant qui s'exprime du coup par de fortes critiques à l'égard de l'autre, une espèce de relation de défiance, notamment à l'égard des immigrés ou des chômeurs. C'est le résultat d'un sondage Ipsos. 66% des Français estiment que dans la vie, on ne peut pas faire confiance à la plupart des gens. Oui, ce qui est la force des réseaux sociaux, c'est que ça mélange des gens qui ne se connaissent pas. Alors que jusqu'à présent, on parlait surtout à ses voisins, qui ont plus ou moins le même niveau de vie que soi, qui partagent les mêmes écoles, les mêmes commerçants, ça crée des liens. Donc là, on est d'une façon plus ou moins anonyme et surtout mélangé avec des gens qui habitent très loin de nous, qui ont des opinions différentes, des opinions culturelles et des religions différentes. Donc il y a un clash qui se fait et on a peur. On a peur des autres dès lors qu'ils ont des coutumes différentes, des gens qui s'expriment de façon différente de nous. Donc ça crée une sorte de communautarisme qu'on constate, nous, tous les jours, qui est un peu tabou. Ça ne se fait pas en France de dire qu'il y a des communautés. C'est plus des choses qu'on a l'habitude de voir au Royaume-Uni notamment, mais pas en France. Or, ce sondage-là est très intéressant parce qu'il montre plusieurs choses. Il montre d'une part que, par exemple, la communauté musulmane est victime de racisme. Et c'est très clairement dit dedans. Si vous demandez à une personne en France si sa fille ou sa fille devait se marier avec quelqu'un de catholique, de juif, homosexuel, musulman, c'est en musulman c'est la catégorie musulman qui crée le plus de tensions. C'est-à-dire que les gens vont dire ça leur ferait mal ou ça leur ferait de la peine. Donc il y a une vraie discrimination. Par contre, il n'y a pas les méchants et les gentils. On n'est pas dans le monde des bisounours. On voit aussi que parmi la population musulmane ou arabo-musulmane, il y a une minorité, certes, mais existante, de gens qui sont très fortement antisémites. Donc, accusés d'un côté pour cause d'amalgame, antisémites de l'autre, les genres se mélangent. Voilà, et ça crée une confusion très forte, des grandes tensions au niveau communautaire qu'on voit, nous, au quotidien dans les commentaires, tout à fait. Et donc, il faut calmer les ardeurs. On va en venir rapidement à la cybercriminalité. Aujourd'hui, c'est aussi le terrorisme. On sait que Daesh utilise Internet et les réseaux sociaux autant pour diffuser leur propagande que pour s'organiser. Comment vous traitez ces cas quand certains de vos modérateurs se trouvent dans cette situation particulière ? Alors là, il y a un process qui est très clairement établi. Non seulement on va retirer le commentaire, mais on va surtout le conserver, mais le signaler
le signaler aux autorités compétentes, au Pharos. Donc on va le faire disparaître de la vue de tout le monde, mais historiser cette information pour pouvoir la transmettre aux autorités compétentes. Après, ça ne relève plus de nous. C'est les autorités qui vont savoir si elles doivent aller jusqu'au bout d'un processus pénal éventuel, d'une enquête à faire. On parle de relativement peu de signalements, parce qu'ils ne sont pas si nombreux que ça, mais quand on a dans des commentaires quelque chose qui a l'air assez fiable sur le fait qu'un attentat se prépare, ou sur le fait que tel individu dit vouloir partir en Syrie faire le djihad, et que c'est assez répété, c'est un peu argumenté, que ça ne semble pas être une phrase à l'emporte-pièce, il faut la signaler. En tout cas, nous, on le fait pour que les autorités fassent leur travail. Et là, la modération devient une mission de service public, en fait, finalement. Merci, Jérémy Magnier. On reste évidemment sur LCI, puisque tout de suite, c'est Damien Givlet avec le 16-18.